Bonjour à tout le monde qui nous écoute sur Entretien avec l'Histoire. Je m'appelle Félix Lefebvre et je suis avec un analyste politique appelé Guillaume Desmarais. Bonjour. Bonjour Guillaume, bonjour. Alors aujourd'hui on est là pour faire une revue de l'année. Donc on va reprendre tous les éléments les politiques les plus marquants, les plus importants du point de vue québécois, canadien de l'année. Et on va décortiquer ça ensemble. Il est arrivé quelque chose relativement tôt dans l'année puis qui, je crois, frappe beaucoup l'imaginaire. C'est l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi c'est arrivé en fait? Effectivement, Félix, pourquoi c'est arrivé? C'est une grande question auquel on pourrait s'asseoir des jours pour en discuter, des jours pour essayer de comprendre pourquoi c'est arrivé. Mais il y a deux raisons principales pour lesquelles c'est arrivé, ou du moins il y a une raison vraiment principale pour laquelle c'est arrivé, c'est les ambitions territoriales de Poutine. Donc, tu connais l'URSS. Oui. Oui, l'URSS. Mais c'est mort l'URSS. C'est mort l'URSS, mais Poutine était né en URSS, puis il y a des ambitions territoriales par rapport à l'URSS. Il veut reprendre le territoire que l'URSS avait anciennement. Voilà, mais c'est pas juste le territoire, c'est la zone d'influence. Fait que c'est le territoire, mais c'est où l'URSS ou la Russie avait de l'influence, pouvait faire des transactions, avait de l'influence économique aussi. La Russie essayait d'aller chercher cette zone d'influence-là qu'ils ont perdue. Fait que ça a mené notamment à une première conquête en 2014, la conquête de la Crimée. Je sais pas si tu te souviens, là, il y avait des images, c'était la première invasion ukrainienne, mais ça n'avait pas frappé encore notre imaginaire ici que ça pouvait être de l'ampleur que ça a eu en 2022. C'était beaucoup moins gros aussi. Là. C'est une région, ça avait l'air quand même assez contenu. Oui, puis c'était une région, mais c'était pas aussi la même force. Donc, Poutine, la raison qu'il a donnée pour l'invasion de l'Ukraine, c'était la dénazification de l'Ukraine. Donc, Poutine a dit au monde entier qu'il y avait un problème de nazisme en Ukraine, puis lui, il voulait régler ce problème-là. C'est quand même absurde. C'est quand même absurde, puis ce qui n'a pas été bien accepté, bien vu par la communauté internationale, mais c'est quand même la raison qu'il a donnée, puis la raison qu'il a donnée au peuple russe. Puis les peuples russes là-dedans, ils en pensent quoi? Ils embarquent dans le jeu? Ça, c'est une grosse question parce qu'il y a du support à Poutine. Donc, vous avez sûrement vu le Z là, au cours de l'année. Mais le Z, c'est une lettre qui n'existe pas dans l'alphabet russe, mais qui est devenue un symbole en appui à Poutine, qui est devenu un symbole en appui à la guerre en Ukraine. On le voyait sur des chars, justement. On le voyait sur des chars, mais on le voit aussi beaucoup en Russie. La Russie, c'est un très, très grand pays. Immense. C'est géographiquement grand, puis il y a beaucoup de personnes. C'est le plus gros pays au monde. C'est le plus gros pays au monde, effectivement. Est-ce que les Russes appuient Poutine? Ben, il y a des Russes qui l'appuient, puis il y a des Russes qui l'appuient pas. Il y a eu des manifestations. Mais manifester en Russie, c'est pas la même chose que manifester à Québec. Ah non, hein, la prison est plus immédiate, disons. Là. Ben, c'est pas la même chose. C'est pas la même réalité, c'est pas la même proximité avec la démocratie, si on peut dire ça comme ça. Donc, il a décidé d'envahir l'Ukraine. Puis ça devait être une guerre très rapide. Il me semble qu'il parlait de 14 jours, c'est vraiment une intervention éclair. Il a vendu ça comme une intervention ciblée où il allait dénazifier l'Ukraine, puis il allait chercher deux régions qui avaient été votées ou qui voulaient partir de l'Ukraine parce qu'il y a des indépendantistes russes qui étaient dans ces régions-là, puis qui voulaient rejoindre la Russie. Donc on parle du Donbass et de Donetsk. Fait que là, il a essayé d'y aller. Puis il est allé dans une saison où c'était assez marécageux, fait que ça a causé des problèmes. Quelle drôle d'idée, hein? Moi, je vais envahir un pays, là, je demanderais peut-être à des stratèges. Ah oui, quelqu'un qui étudie le climat, un géologue par exemple, qui peut me dire que ce moment-là, c'est peut-être pas une bonne idée, mettons. Là. Mon temps va peut-être rester pris. Peut-être qu'il s'attendait à ce que la guerre soit rapide, parce que l'Ukraine n'a pas les mêmes forces militaires que la Russie. Puis s'il le faisait dans la fenêtre de 14 jours ou d'un mois, il était correct. Le problème, c'est que si ça s'étirait, c'est pour ça qu'au début de la guerre, on a vu que la Russie a attaqué rapidement Kiev, rapidement la capitale, puis rapidement des infrastructures. Le lieu de pouvoir, c'est la capitale. Voilà, c'est ça. Fait qu'il y a eu rapidement des attaques vers la capitale, rapidement des attaques vers les lieux de pouvoir, parce que Poutine voulait que ça soit rappelé. Plus cette guerre-là est longue, plus l'armée russe est épuisée, plus le soutien du peuple s'épuise. Et tout le monde perd au final. Tout le monde perd. Puis plus ça devient compliqué. Puis on a vu une mobilisation sans précédent en Ukraine, auquel la Russie s'attendait certainement pas. Mobilisation citoyenne. Mobilisation citoyenne. Puis on a vu aussi des hommes politiques qui sont devenus des figures emblématiques. Volodymyr Zelensky. Merci. Oui, c'est un président qui, lui, n'était pas si populaire que ça avant la guerre. Là. Probablement qu'il n'aura pas été réélu. Puis là, il arrive avec des taux de popularité qu'on n'a jamais vus, ou presque dans l'Europe de l'Est. C'est incroyable. Qui a su s'imposer comme une figure en temps de guerre dont le peuple ukrainien avait besoin. Puis on pense aussi à Andriy Klitschenko, le maire de Kiev, qui est un ancien boxeur là, que tu connais peut-être, mais qui est un ancien boxeur qui a aussi été dans les combats. Fait qu'on a vu une solidarité dans toutes les classes, une solidarité de toutes les personnes. Fait que ça a fait que le pays s'est bien défendu. Puis encore aujourd'hui, les Russes sont pognés avec cette guerre. C'est ça. Hein? Peut-être aussi qu'ils ne s'attendaient pas à avoir une aussi grande écoute et générosité occidentale. Toutes les dons qui ont été faits en argent, mais aussi
les armes. Ce qui s'est passé en Ukraine, c'est un peu ce qu'on peut qualifier de guerre indirecte. Oui. Donc, il y a eu une attaque de la Russie, puis il y a eu un financement, puis un envoi d'armes de plusieurs puissances occidentales. Ouais. Sympathisant à l'Ukraine. Sympathisant à l'Ukraine, mais officiellement, c'est pas une guerre indirecte. Officiellement, il y a juste un envoi de matériel pour résister. Guillaume, j'ai remarqué ça. Il me semble que dans les épiceries, ça coûte plus cher qu'il y a quelques années. Est-ce que je me trompe? Mais ça coûte pas plus cher qu'il y a quelques années, ça coûte plus cher que l'an passé. Ok, ouais. Comment Comment ça? Mais à cause de l'inflation. C'est pas juste parce que ton épicier a décidé que ça coûtait plus cher que ça coûte plus cher. Ok. Parce que t'ailles au métro, au Maxi, au Loblaws, etc., Les ça coûte prix pas sont mal le même prix. Hein. Tout à la hausse. Ouais, les prix sont tous à la hausse, puis on le voit surtout dans les produits de première nécessité, ou du moins des produits qui sont très consommés par les Québécois et Québécoises. La viande, les fruits et légumes, Ouais. puis la farine. Mhm. Puis la farine est assez intéressante pour comprendre l'inflation. La farine, habituellement, c'est un produit qui est relativement stable. Ouais, c'est un produit qui coûte pas trop cher. Les variations de prix sont rares. Là. C'est ça, voilà. Mais cette année, avec la guerre entre l'Ukraine et la Russie, qui sont deux des plus grands exportateurs de blé au monde, ben, ça a mis une pression sur le marché du blé. Ça a mis une pression sur le marché des exportations du blé. Donc, il y a une rareté, mais il y a autant de demandes, sinon plus. Fait que ça a fait que les prix ont monté. C'est incroyable. Ce qui se passe à l'autre bout de la planète a un impact ce qui se passe au Québec. Ben, pendant la COVID, on a vu qu'on avait un monde qui était vraiment Interconnecté. un monde interconnecté. Fait que ce qui arrive en Russie, ce qui arrive à Kiev, a des conséquences au Québec, a des conséquences dans tes poches, Félix. Là. Incroyable. Ça, c'est le fruit de la mondialisation. Là. C'est le fruit de la mondialisation. Puis en plus de ça, ben, il y a eu des pressions aussi à cause de la guerre, mais aussi à cause de d'autres situations qu'il y a eu dans le monde sur le prix de l'essence. Oui. Puis le prix de l'essence, c'est souvent un moteur d'inflation parce que plus l'essence est chère, plus ça coûte cher. Oui. Puis l'inflation... Parce que si, justement, je vais avoir ma farine, il faut qu'elle vienne... Elle apparaît pas comme ça, ça au Maxi. Elle va venir en camion ou en train, ou en bateau. Il va y avoir un transport qui va être fait. Là. C'est ça. Il faut le payer, ce transport-là. Ben, définitivement, si on pouvait téléporter la farine, ça serait très facile. C'est ça qu'on ferait. On le ferait. Ah oui, mais ça révolutionnerait le monde entier. Là. Tout est téléporté. Voilà, ça serait pas facile. Ah oui. Mais là, il faut payer du carburant. Ouais. Puis la hausse du carburant, ça a une conséquence sur tout, du moins sur la plupart des produits de première nécessité, sur la plupart des produits qu'on peut retrouver. Puis c'est surtout là où les Québécois et Québécoises ressentent l'inflation. Parce que quand l'essence coûte plus cher, aller à l'épicerie, ça coûte plus cher. Ça coûte plus cher, ben, faire des loisirs, ça coûte plus cher en au vacances. restaurant. Ouais. Ben voilà. Puis aussi, l'autre chose qui est arrivée, c'est qu'il y a de moins en moins de monde qui peuvent travailler, ou du moins il y a une grosse pénurie de main-d'œuvre. Fait que ça fait que les prix, ou du moins les intrants pour les compagnies, sont plus élevés. Ouais. C'est parce que tu peux plus payer des gens au salaire minimum, Non. personne ne va venir travailler. Non, c'est ça. Fait que tu es obligé de donner plus. Fait que ça te coûte plus cher. Tu sais, mettons ton beigne au Tim. Ouais. Mais ton beigne au Tim, quand c'est une personne qui travaille à 14$ de l'heure, ça te coûte un certain prix. Oui. Mais si la personne a payé 17$, ben, ça peut te coûter un certain prix. Ça peut te coûter un prix plus élevé. Parce qu'il faut payer cet Ben, employé-là. c'est ça, fait que ça a fait des pressions aussi. Tu sais, les pressions sur le marché de l'emploi, les pressions sur les premières nécessités, ça a créé une hausse des prix généraux. Ok. C'est ça qu'on appelle l'inflation. Ah, Puis cette année, on parle de 6,4% d'inflation. de prévision. Ouais. Puis habituellement, on évalue l'inflation entre 1 et 3%. Fait que c'est une année qui est très, très extraordinaire. Puis l'inflation, tu fais la conséquence que ça a. Tu sais, quand ça te coûte plus cher à l'épicerie, Ouais. ben, il te reste moins d'argent pour faire autre chose. Question quiz, selon toi, Mhm. est-ce qu'il y a une récession qui se pointe au Canada? Moi, je suis pas économiste. Non. Mais je pense que c'est impossible qu'il n'y en ait pas une. Ok. Pour moi, s'il n'y a pas de récession qui se pointe, c'est qu'on est déjà dedans. Ah, c'est ça. Il pourrait être une récession, corrige-moi si je me trompe, mais c'est d'avoir 2 trimestres où on a un ralentissement économique. Donc, la hausse de l'économie, elle ne se fait pas là. 6 mois où il y a des pertes de croissance. C'est évalué comme ça, puis souvent avec les récessions, ben, viennent des pertes d'emploi, puis viennent une perte du pouvoir d'achat. Ouais. Là, ça risque d'être intéressant. Puisqu'on est en pénurie de main-d'œuvre, les pertes d'emploi vont peut-être moins se faire. Hey, c'est très difficile à prévoir. C'est Là. difficile à prévoir, la hein? COVID, puis le travail à distance a beaucoup changé les modes de vie. Puis on ne sait pas encore les conséquences que ça va avoir, mais depuis 1974, il y a à peu près une crise économique aux 10 ans. Ouais. Puis nous, il y a eu une crise économique en 2008. On serait dû. On serait dû. Puis on ne sait pas les conséquences que ça va avoir. Parce que, mettons, en 2008, c'était une très très grosse crise économique. Mais nous, on a eu moins de conséquences qu'on aurait pu en avoir sans l'intervention de nos gouvernements. Okay. Fait que, dépendant des gouvernements qui sont au pouvoir, il peut y avoir plus de conséquences d'une crise économique. Il y en a qui vont plus vouloir se mêler, faire l'intervention de l'État, en donnant de l'argent, des subventions. Je me souviens quand j'étais au secondaire qu'on avait parlé de l'arrêt Roe vs Wade. C'était en fait le droit à l'avortement aux États-Unis.
En juin 2022, on a appris que cet arrêt-là n'avait plus cours. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, l'annulation de l'arrêt Roe vs. Wade, c'est un pas en arrière d'une cinquantaine d'années pour les femmes aux États-Unis. Puis malheureusement, là, c'est très difficile d'être objectif dans cette situation-là parce que c'est une décision qui touche directement les droits et libertés des femmes. Ben oui. Puis en tant que féministe, ou du moins en tant qu'allié féministe, ben c'est sûr que c'est des choses qui nous touchent profondément, qui nous donnent envie de nous lever là, puis de manifester avec les gens qui l'ont fait. Fait que Roe vs. Wade, dans le fond, c'était la protection fédérale du droit à l'avortement. Et ça a été annulé par la Cour suprême. Fait que la Cour suprême, c'est le troisième pouvoir aux États-Unis. C'est là où les décisions constitutionnelles de justice se prennent. Et comment fonctionne le système américain, c'est que les présidents peuvent choisir ou placer des juges. Et là, ben, les juges qui sont placés ou choisis, ils doivent avoir des allégeances similaires au président en place. Oui, puis doivent passer aussi au travers de la Chambre, mais quand le président possède la Chambre aussi, ça passe souvent. Ouais. Puis, il y a plusieurs juges conservateurs qui ont été élus. C'est pas des juges un peu conservateurs, là, des juges très conservateurs à la sauce américaine. Fait, avec des idées conservatrices. Avec des idées conservatrices. Puis il faut comprendre que la Cour suprême, c'est des décisions sur la lecture de la Constitution. Fait on peut avoir plein de lectures différentes. On serait 10 à la lire, puis on aurait 10 visions différentes. Oui, vraiment. Fait c'est pour ça que faire élire ou choisir des juges avec une certaine influence ou avec des idées préconçues, ben, ça peut changer leur lecture. Ouais. Mais là, ça arrive alors que Joe Biden est président des États-Unis. C'est un démocrate. Démocrates, officiellement, sont pour le droit à l'avortement. Comment ça se fait que c'est passé? C'est parce qu'à l'époque de Donald Trump, alors qu'il était président, il a nommé des juges conservateurs. Parce que pendant la présidence de Donald Trump, il a nommé 3 juges. C'est ça. Puis c'est 9 juges à la Cour suprême américaine. C'est comme le 1/3 des juges qui ont été changés sous Donald Trump. Voilà, puis à la fin du mandat de Donald Trump, il y avait une juge féminine là, très acclamée qui est décédée. Puis elle a dû être remplacée vers la fin du mandat. Puis c'est ça qui a donné la majorité républicaine à Donald Trump, la majorité républicaine à la Cour suprême. Oui. Ou plus largement à la droite américaine. Voilà. Fait que c'est ça qui a mené, si on veut, au revirement ou à l'annulation de la décision Roe vs. Wade. Mais là, si une femme new-yorkaise veut avorter et une femme en Floride veut avorter, est-ce qu'elles ont les mêmes droits? Comment ça fonctionne? Ben, en fait, c'est que justement... Parce qu'il y a des nuances, là. C'est ça, c'est justement que l'arrêt Roe vs. Wade protégeait le droit à l'avortement au niveau fédéral. Partout. C'est ça. Mais maintenant, c'est plus protégé au niveau fédéral. Mais même quand c'était protégé au niveau fédéral, il y a des États très conservateurs qui le limitaient. Ouais, c'est ça. Ou tu sais, qui limitaient le financement possible. On pense au Mississippi. Le Mississippi limitait le financement qui était disponible, puis limitait l'accès aussi. C'est souvent une question d'accès à l'avortement, là, parce que il ne suffit pas que ce soit financé, il ne suffit pas que ça soit légal, il faut que ce soit accessible aussi. Ça, parce que une femme qui est enceinte, puis une femme qui est enceinte d'un zygote, d'un fœtus qui n'est pas désiré, ça la place en situation de précarité. Fait que si l'avortement n'est pas accessible, souvent c'est très difficile d'y avoir accès. On s'entend que c'est pas quelque chose que tu peux attendre 2 ans. Non, c'est ça. Le temps est assez limité. C'est ça. Dans le fond, avec l'annulation de l'arrêt Roe vs. Wade, c'est maintenant les États qui ont juridiction sur le droit à l'avortement. Ça fait que des États très conservatrices comme le Mississippi ont pu limiter le droit à l'avortement. Au lendemain, ou presque au lendemain de Roe vs. Wade, il y a 9 États qui avaient déjà changé le cap, interdit l'avortement. Puis il y en a même qui ont limité le droit de se déplacer, qui ont limité l'accès, non seulement dans l'État, mais dans les États autour aussi. Parce que tu peux avoir un État qui interdit l'avortement, alors qu'à côté, il y en a un qui ne changera rien à la loi. Donc, une femme serait tentant de partir pour avorter dans un État où on l'accepte. Mais tu sais, on parlait de situations précaires. Puis souvent, les femmes qui ont besoin d'avortement ne sont pas nécessairement capables ou ils n'ont pas nécessairement les ressources aussi pour aller dans un autre État parce que ça exige des frais de déplacement, peut-être des frais d'hébergement. Puis ça peut être beaucoup de frais pour au final avoir un service qui est à moitié rendu parce que c'est sous-financé dans l'autre État. Fait que ça a beaucoup compliqué la situation. Tu sais, on peut même dire que ça a forcé des grossesses parce que ça l'empêche. Faute de ressources. Faute de ressources, puis aussi, il faut comprendre qu'on peut interdire l'avortement légal, mais on ne peut pas interdire l'avortement. Fait qu'on fait juste menacer la santé des femmes. Parce qu'une femme qui voudrait avorter pourrait le faire, mais dans un lieu qui serait peut-être un peu moins sécuritaire. C'est ça, on prend l'exemple de la prohibition. Là. Pendant la prohibition, l'alcool était interdit, mais les gens buvaient quand même. Donc,
on a interdit l'avortement légal, on a directement porté atteinte à la santé des femmes puis aux droits des femmes. Fait que ça va se faire peut-être quand même. En fait, ça va se faire, mais en dessous de la table. Ça va se faire, mais de façon moins sécuritaire. Ouais. Puis c'est ça qui est très difficile, très frustrant. Guillaume, je sais pas pour toi, mais moi, je suis allé voter cette année. Dès le départ, je pense que c'était clair qu'on allait avoir une majorité caquiste. Ben, ça a pris 9 minutes à la soirée électorale de Radio-Canada avant qu'il déclare que la CAQ était gagnante. Avant que la CAQ était gagnante à majorité. Ouais. Fait que c'était pas décidé d'avance, parce qu'il faut pas être si sceptique que ça envers la démocratie, mais on voyait les tendances. Puis les sondages variaient pas tant que ça aussi. Oui, puis les sondages étaient assez clairs. Ouais. Les sondages, c'est pas parfait, mais ça donne une bonne photo de l'opinion publique à un certain moment. Quand tu vois que cette opinion publique-là ne change pas, il n'y a pas de variation. C'est ça. Puis aussi, notre mode de scrutin, ben, il n'encourage pas les changements, mais là, il ne faut pas être cynique et se dire hey, mon vote, ça ne sert à rien. Si, par exemple, j'ai un 30% dans cette circonscription-là, 30% dans cette circonscription-là, 30% dans cette circonscription-là, je peux former le gouvernement assez facilement et représenter une minorité de Québécois et Québécoises. Ah, c'est ça. On peut être le gouvernement, on peut être majoritaire avec 30% des gens qui ont voté pour nous. Peut-être que le mode de scrutin n'est pas adapté à avoir autant de choix. La question à savoir si notre système est adapté à un grand nombre de partis, c'est une question qui est légitime. T'sais, on voit que la CAQ a reçu environ 1,6 million de votes sur 6 millions de Québécois et Québécoises qui pouvaient voter. Fait que ça veut dire qu'il y a environ 4,4 millions de Québécois et Québécoises, ou 4,4 millions d'électeurs qui n'ont pas voté pour le gouvernement. Pas voté pour la CAQ. Oui. Mais la CAQ a reçu un mandat fort, fait qu'a un nombre écrasant de députés, a 100% du pouvoir, mais c'est pas une majorité de Québécois et Québécoises qui ont voté pour eux. Puis on peut penser aussi au Parti conservateur d'Éric Duhem, qui a récolté presque 13% de l'appui de la population. Et a eu 0 député. Fait que ça a soulevé des questions. T'sais. Parce que les 13% sont divisés dans toutes les circonscriptions, ce qui fait en sorte qu'ils s'en sortent avec aucun. C'est ça, quand tu finis deuxième dans 20 circonscriptions, mais si tu n'as rencontré aucune circonscription, tu n'as fait élire aucun député. Fait que ça, c'est des questions qui ont émergé après nos élections. On peut penser aussi au PQ, au PQ qui a eu environ 15% des votes et qui s'est ramassé avec 3 députés. 3 députés, mais ça aurait pu être 2. C'est ça. Puis on voit aussi le Parti libéral qui a eu une vingtaine de députés, mais eux ont eu un pourcentage de vote inférieur à Québec solidaire. Fait qu'on se retrouve avec des partis qui ne représentent pas vraiment les électeurs qui se sont déplacés au scrutin. Malgré tout, cette année, on a vu un parti, le Parti québécois en fait, qui avec 3 députés, on peut faire changer quelque chose. C'est le serment d'allégeance à la couronne britannique. Mais depuis 1867 au Canada, depuis la création du Canada. Depuis la création du Canada, pour siéger, on doit porter un serment à la couronne britannique parce que, à cause de l'histoire coloniale du Canada, c'est une tradition, puis on doit le faire. C'est l'article 128 du Code constitutionnel. Puis on fait partie du Commonwealth. On fait partie d'une grande famille avec, entre autres, l'Australie, Nouvelle-Zélande. Oui, puis c'est chapeauté par le Royaume-Uni. Mais c'est ça, puis c'est pas pour rien qu'il y a la reine sur nos scènes. Là. Oui, c'est ça. Il y a une raison à ça. Et on ne pouvait pas siéger sans faire ce serment-là. On se rappelle les images de Paul Saint-Pierre Plamondon qui essaie de rentrer puis qui peut pas, que la constable spéciale l'empêche de rentrer parce qu'il n'a pas prêté serment au roi. Et avec ce qui s'est passé avec le Parti québécois, les tractions qu'ils ont faites, avec le projet de loi qui a été déposé par Québec solidaire, puis le vote qu'il y a eu en Chambre, maintenant on peut juste porter serment au peuple québécois pour siéger à l'Assemblée nationale du Québec. Puis avec ce qui se passe dans la famille britannique... C'était le bon moment, en fait. C'était le bon moment. Peut-être qu'il y a 10 ans, puis en fait, il y a peut-être la circonstance avec le fait que la reine est décédée. On a Charles III qui est beaucoup moins populaire que l'était Élisabeth II. Il y a peut-être que les astres de ce côté-là étaient alignés. Là. Oui, puis c'est pas quelque chose qu'on s'attend de voir au Canada, parce que la relation qu'a le Canada anglais avec la monarchie est très différente de celle qu'a le Québec. Majorité anglophone. Déjà là, il y a quelque chose de culturel. Il y a plusieurs raisons historiques aussi là, qui font ça. Au niveau médiatique puis au niveau communicationnel, c'est une belle victoire du Parti québécois. Parce qu'avec juste 3 députés, ils ont réussi à faire parler d'eux, puis faire parler de nous quand on est en politique. C'est très positif. Très positif. Surtout quand on a 3 députés. C'est ça. Qui ne siègent pas. Puis au Québec aussi, en fonction des partis, puis en fonction de combien d'élus t'as différents temps de parole. Fait que peut-être qu'eux, ils ont juste 7 minutes pendant la période de questions, mais là, les caméras des médias ont été braquées sur eux, fait qu'ils ont eu un temps de parole où ils ont eu une exposition qui était très grande. Cette année, en Chine, il y a eu beaucoup de manifestations. Pourquoi maintenant? C'est une vraiment bonne question. Puis quand tu dis en Chine, on voit rarement des manifestations, mais souvent aussi, les manifestations qui se passent en Chine,
n'arrivent pas nécessairement aux oreilles. Ah, c'est ça, les médias occidentaux n'y ont pas accès. On les voit pas dans nos journaux, puis c'est la même chose un peu partout, mais des manifestations en Chine, en tout cas, personnellement, moi, c'est la première fois que j'en entends parler depuis Tiananmen. Oui, c'est ça, 1989. C'est ça, ça fait très longtemps qu'on n'a pas entendu parler de manifestations en Chine. La stratégie zéro COVID de la Chine, qui est une stratégie qu'on peut qualifier de draconienne, c'est pas un mot qui est trop fort, c'est un mot fort, mais c'est pas un mot qui est trop fort. Donc, c'était des dépistages systématiques, c'était des quarantaines d'usines, c'était des quarantaines de villages, parce que la Chine voulait vraiment pas qu'il y ait de COVID, voulait vraiment protéger les citoyens les plus fragiles. Donc, dès qu'on avait un cas de COVID positive, on pouvait fermer un secteur d'une ville, on pouvait fermer un village, une usine. C'était des confinements locaux qui étaient hyper stricts. Là. Comme nous, nos confinements étaient stricts, mais c'était pas les confinements chinois. On pouvait aller à l'épicerie. C'est ça. C'est pas le même niveau de confinement strict. On a vu dans des villages en Chine là, où est-ce que la nourriture était apportée aux champs, puis les gens ne pouvaient pas sortir. On a même vu des endroits où est-ce qu'on manquait de nourriture, en fait. Voilà, puis aussi, il y a des gens qui dorment dans les usines où ils travaillent, puis ils reviennent à la maison avec des certaines périodes de temps. Puis là, ces gens-là ont été enfermés dans leur usine, fait que ça a créé beaucoup de détresse aussi. Puis ça a aussi impacté des business locales. Que les gens ne puissent pas sortir. Mettons, moi j'ai un restaurant, puis les gens ne peuvent plus sortir pantoute. Ben, t'as pas d'argent qui rentre. Ben, c'est ça, puis ça se peut que ça crée beaucoup de détresse aussi. Puis, on n'a pas vu de programme en Chine, ou du moins, à ma connaissance, on n'a pas vu de programme comme il y a eu ici de compensation de certaines entreprises. Fait qu'il y a des gens qui ont décidé de manifester, qui ont décidé de prendre la rue, puis de dire au gouvernement chinois, c'en est assez. Manifester en Chine, je sais pas si c'est la chose la plus facile au monde. Je ne crois pas. C'est ça, voilà. Mais manifester en Chine, c'est peut-être pas la chose la plus facile au monde. Fait qu'on a vu de la répression, on a vu une réponse assez dure aussi de Xi Jinping. Mais on a aussi vu d'un autre côté le gouvernement qui s'est assis avec les manifestants, qui a essayé de parler. C'est une situation qui est nébuleuse, mais qui était très, très, très surprenante. Puis c'était vraiment dû à la stratégie 0-0 COVID. Parce que la Chine a eu seulement 30 000 morts pendant la COVID. Fait que c'est des chiffres qui sont excellents. Là, c'est excellent. Pour une population de plus de 1 milliard de personnes, c'est incroyable. Puis c'est une fierté aussi pour la Chine. Ah oui. Fait qu'il y a cette dichotomie-là entre on veut garder les Chinois en vie, mais aussi ça crée de la détresse, puis nos mesures sont rough, si on veut, ou du moins sont restrictives. Là. Fait que comment qu'on gère les mesures restrictives, la santé. Il y a eu des manifestations ailleurs dans le monde. Je pense à l'Iran. Oui, il y a eu des grosses manifestations en Iran. Mais pas par rapport à la COVID. Là, pas par rapport à la COVID, par rapport notamment à la condition des femmes. L'Iran, c'est un pays qui est assez complexe. C'est un pays qui est chiite, puis qui n'a pas beaucoup d'alliés. Chiite étant une branche de l'islam. Puis il y a eu une jeune étudiante qui a été violée par des policiers. Puis les policiers s'en sont tirés en toute impunité. Puis là, il y a eu des contre-manifestations, puis cette étudiante-là, elle a été placée en prison, puis elle a été tabassée. Puis elle est décédée. C'est Mahsa Amini, puis le 16 septembre, elle est décédée, puis ça a créé des soulèvements populaires. Les gens se sont indignés face au traitement que cette personne-là, mais c'était pas juste face au traitement de cette personne-là, c'était face à l'impunité, puis face au système aussi qui permettait ces actions-là, qui mettaient les femmes en danger. Fait que les jeunes, notamment, ont pris la rue puis ont décidé de se faire entendre. Puis ça s'est fait par des femmes qui enlevaient leur voile pour manifester. Il y a un mouvement symbolique qu'on a vu là, de gens qui s'attachaient les cheveux, qui est devenu un symbole. Donc il y a eu des manifestations et il y a eu des répressions. Donc on a assisté à des répressions de l'État qui a tiré sur les manifestants. On a vu des exécutions. Fait qu'il y a vraiment un soulèvement populaire d'un côté, puis des restrictions d'un gouvernement qui veut absolument pas voir ces soulèvements-là de l'autre. Mais c'est pas terminé, puis les manifestations en Iran ont encore cours. Mais la situation est complexe. Il y a eu des sanctions internationales aussi envers l'Iran. Mais la situation est pas réglée, puis est loin d'être réglée aussi. Ça va être très intéressant en 2023. Intéressant, là. Ça va être intéressant en 2023 de suivre ce qui va se passer, parce que ça peut être déterminant pour l'avenir des femmes en Iran, puis l'avenir des femmes d'un peu ailleurs dans le monde, parce que c'est un élan de solidarité, c'est un refus de ce traitement-là aussi qu'on a vu. Fait que ça va être intéressant pour la suite des choses. Merci Guillaume Desmarais d'avoir été avec moi aujourd'hui. Donc, à la prochaine. À bientôt.